Les princesses, bonjour. Le nom de la paracha de cette semaine, c'est Vayishlach. Alors, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je voudrais essayer de rentrer dans la personnalité de Yaakov Avinu. Yaakov représente, si Abraham Avinu a eu 10 épreuves, Yaakov en a eu 12. Et Yaakov représente Am Israël et d'ailleurs en est le fondateur. Yaakov est l'élu d'Hachem et Yaakov est le meilleur de nos patriarches, l'aimé d'Hachem. Et on voit que après avoir été averti par Akadosh Baruch Hu, Yaakov retourne en Eretz Israël, en Canaan, en Terre Sainte, après 20 ans passés chez Lavan, à travailler jour et nuit à Haran. Il envoie des malachim, des messagers vers Esav, dans l'espoir d'une réconciliation. Il voulait faire la paix, mais les messagers reviennent et lui rapportent que son frère vient dans sa direction accompagné de 400 hommes armés, des guerriers, enfin en somme une armée quoi. Yaakov se prépare d'abord au combat, il prie Hachem évidemment, et il adresse à son frère d'importants doron, des cadeaux pour l'impressionner, dans l'espoir de l'apaiser. Au cours de la nuit qui précède leur rencontre, Yaakov fait traverser le Yabok, la rivière, à sa famille et également ses possessions. Lui, cependant, reste en arrière et rencontre un ange qui représente l'esprit de Esav, avec lequel il va lutter jusqu'à l'aube. Et là, le Nes, s'il n'est pas mort, il sort vainqueur de cet affrontement et le malach l'a blessé au guide anaché. C'est pour ça que depuis ce combat, il nous est interdit de manger le nerf sciatique, pour nous rappeler de ce Nes d'ailleurs. Et il va lui changer son nom de Yaakov, qui n'a pas eu peur d'ailleurs. Il va lui donner le nom de Israël. Car, dit-il, tu as combattu contre les puissances célestes et des hommes, aussi bien les malachim que Lavan et Esav, et tu es resté fort. Yaakov et Esav se rencontrent enfin, les deux frères jumeaux s'embrassent, puis chacun reprend son chemin. Yaakov acquiert un terrain près de Shrem, dont le prince s'appelle également Shrem. Il enlève et viole Dina, fille de Yaakov. Ses frères Shimon et Lévi, à l'âge de 13 ans, vont se venger en passant tous les hommes du lieu au fil de l'épée, 24 000. Après les avoir rendus vulnérables en les convainquant de faire la Brit Mila. Yaakov leur en fait le reproche. Dina ne veut pas les suivre car enceinte, personne ne voudra se marier avec elle, mais Shimon, lui, se mariera avec elle, donc elle rentre à la maison. Yaakov reprend son voyage, Dieu lui apparaît à nouveau et le bénit, lui dit « Ton nom désormais ne sera plus Yaakov, ton nom sera Israël ». Donc Hachem lui confirme, Israël veut dire droit, Yachar, donc Hachem confirme le droit d'aînesse, Gam. C'est ça qu'il faut voir ici, que le droit d'aînesse lui revient. Rachel meurt en donnant naissance à son fils Benjamin et à deux autres filles, des triplés, donc elle aura donné naissance à des triplés. Et sur l'ordre divin,
elle est inhumée au bord de la route près de Bethléem. Réhouven perd son droit d'aînesse pour avoir interféré dans la vie maritale de son père. Yaakov rejoint son père Yitzhak à Hevron, son père qui va décéder, Yitzhak va décéder à l'âge de 180 ans. Rivka, elle, est décédée avant l'arrivée de Yaakov. Voilà, et à retenir de cette paracha, pendant que Yaakov était chez Lavan, il a écrit plusieurs Téhilim. Et la paracha s'achève par l'énonciation détaillée 43 versets de la famille d'Ésav, de ses enfants, de ses femmes, de ses petits-enfants et les lignées familiales des habitants de Séhir, parmi lesquels Ésav est installé. Voilà. Alors, maintenant, la petite histoire. Alors, l'impression du visage du docteur Margalit ne présageait rien de bon. Il affichait un sourire forcé, comme celui qu'on peut voir sur les billets de banque. Haggi s'attendait au pire, et c'est ce qui arriva. « Mon cher Haggi, lui dit le médecin, les examens ont décelé 2 tumeurs malignes. Il y a aussi des métastases, mais je veux que vous sachiez que beaucoup de malades, dans votre cas, s'en sont sortis. » Haggi eut l'impression que son univers s'écroulait à ses pieds. Il demanda un verre d'eau. « L'opération que vous devrez subir est particulièrement délicate, poursuivit le docteur. Je vous déconseille fortement de l'effectuer en Israël. Nos chirurgiens ne sont pas assez expérimentés pour extraire ces organes ni pour effectuer des greffes. » Haggi prononça la bracha she'akol nieh bidvaro et demanda alors « Qui me recommandez-vous, docteur ?» Lorsque j'étais étudiant aux États-Unis, j'avais fait la connaissance du professeur Goy, d'une noblesse d'âme particulière. C'est le premier chirurgien au monde s'occupant de ce genre de cas. Il se nomme professeur Johan van Dins, d'origine hollandaise, et cela fait plus de 30 ans qu'il exerce. « Merci infiniment, docteur, » dit finalement Haggi. « Je crois au fait que nous possédons 248 membres et 365 nerfs et artères, et je sais que celui qui m'a donné la vie est aussi celui qui me guérira. Et vous, vous êtes un chaliard, un envoyé. Priez pour moi, docteur, » dit Haggi avant de prendre congé de son médecin. Le dossier médical de Haggi fut envoyé par mail au service où exerçait le professeur et la réponse ne tarda pas à arriver dans un anglais simple et laconique. « Monsieur Haggi, Marciano, professeur Van Drentz, a examiné les résultats des analyses et, après avoir consulté d'autres spécialistes, a rendu son verdict. Il faut extraire les organes touchés et les remplacer par 2 organes artificiels. Les chances de réussite de l'opération sont de 50%. Prix de l'opération, chirurgien 50 000 $, frais d'hôpital comprenant la salle d'opération, les médicaments et la chambre, 30 000 $. Total,
80 000 $. Nous vous souhaitons une prompte guérison et attendons des informations supplémentaires. La famille Marciano commença sans tarder à récolter de l'argent. Toutefois, ils ne parvinrent à réunir que 30 000 $. Le docteur Margalit, dans sa sagacité, contacta l'hôpital américain pour leur demander de fixer une date d'opération. La réponse fut envoyée 24 heures plus tard, qui était demandé aux malades d'atterrir aux États-Unis la semaine suivante pour une hospitalisation immédiate. À la question de savoir comment allait-il rassembler les 50 000 $ manquants, docteur Margali répondit: « Raghi, c'est pourtant toi le plus sadique de nous deux, n'est-ce pas? Celui qui nous a procuré ces 30 000 $ s'occupera aussi du reste. Rends-toi aux États-Unis sans plus tarder. » Raghi atterrit dans l'Ohio, accompagné de sa sœur Karmit, et rentra tout de suite à l'hôpital. Le professeur Johan l'y accueillit avec un sourire optimiste. « Vous n'avez aucun souci à vous faire, vous êtes entre de bonnes mains, » dit le docteur Johan. Raghi était stupéfait. La gentillesse et la chaleur de ce professeur Goy avaient insufflé en lui des forces nouvelles. Sa sœur lui caressa la main et lui murmura: « Raghi, ne t'inquiète pas pour l'argent. J'ai avec moi ma carte de crédit et nous avons mis notre appartement en vente. L'essentiel est que tu retrouves la santé. » Raghi était bouleversé. « Vous n'étiez pas obligé de bouleverser toute votre vie pour moi, » murmura Raghi. « Vous avez 6 enfants à élever. »« Tu es un Ben Torah, » répondit Karmit. « Mon mari dit qu'il est prêt à connaître la fin, l'essentiel, et que tu retrouves la santé. Il est certain que par le mérite de cette mitzvah, tous nos enfants seront des érudits en Torah. » L'infirmière arriva et emmena Raghi vers le bloc opératoire. 6 longues heures plus tard, la porte s'ouvrit enfin. Le professeur Johan en sortit et se dirigea vers Karmit. « Tout va bien. Raghi a été placé en salle de réanimation. Demain après-midi, il reprendra conscience et alors nous ferons un bilan. » La situation était moins grave que prévu. Il vivra, et je l'espère, de nombreuses années encore. Raghi avait ouvert les yeux à 15 heures et le professeur Johan arriva. Il ouvrit un attaché-caisse et en sortit un vieil album photo. « Sur ce cliché, » dit le professeur sous les yeux écarquillés des deux, « c'est moi à 22 ans. En fait, je venais d'arriver aux États-Unis pour terminer mes études et je possédais avec moi un chèque de 65 000 $ que mon père m'avait remis à cet effet. C'était tout ce qu'il possédait. Ne me demandez pas comment, mais 1 heure après avoir été photographié, je suis descendu du train en état de choc. Le sac
n'était plus dans mes mains. Et tous mes rêves venaient de s'envoler en fumée. Consternée, je me retrouvais en terre étrangère, sans avenir, sans argent, sans personne vers qui me tourner. Puis le professeur saisit une autre photo, sur laquelle on le voyait enlacé, un juif, petit de taille et à la barbe taillée. « Papy Albert !» s'écrièrent Haggi et Kermit. Eh bien, c'est ce que je croyais. En effet, c'est lui qui a trouvé mon sac à la gare. Bravant les dangers, il s'agissait d'un quartier malfamé. Il se rendit avec au commissariat pour essayer de retrouver le propriétaire. Il a attendu là-bas 5 heures jusqu'à ce que j'arrive. Je lui ai supplié d'accepter quelques billets de dollars en guise de remerciement, mais Albert a refusé, arguant que les Juifs n'accomplissaient pas le bien pour recevoir une récompense. Je suis heureux que vous puissiez réaliser votre rêve et devenir médecin, m'a-t-il dit. Juste. Puis, avant que nous nous séparions, il m'a dit, Johan, si un jour un Juif dans la difficulté se tournait vers vous, souvenez-vous de moi et aidez-le. Ce sera ma plus grande récompense. Haggi et Kermit, lorsque j'ai lu sur le mail le nom de Marciano, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un proche d'Albert. Je ne me suis pas trompée, cher Haggi. Ton grand-père de mémoire bénie a déjà réglé les frais de ton opération. Je te souhaite une bonne santé. Je vous souhaite à tous une très bonne santé. Shavua Tov.